Nous sommes dans le nord de l'Italie, au pied des Alpes. La zone est ultra surveillée. Munis d'une autorisation, nous allons passer plusieurs barrages de carabiniers. Un attaché de presse vient à notre rencontre. On va s'assurer qu'il y a l'identité, on va le présenter pour être sûr qu'on puisse entrer, parce qu'on s'est annoncé à la préfecture de police de Turin. Et eux, ils vérifient si c'est bien, ça se concorde bien avec la date de naissance et la plaque d'immatriculation. Buongiorno. Buongiorno. Passe. Si. Passport. Quelques kilomètres plus loin, nouveau contrôle aux allures de checkpoint militaire. Un soldat veut encore vérifier nos papiers. Bonjour. Buongiorno. Buongiorno. Avrei bisogno dei documenti. Sì. Grazie. Passe. Ah, on voit le chantier là. Nous voilà arrivés. Cette zone très sécurisée est un des plus grands chantiers d'Europe. Un gigantesque tunnel de 57 km de long pour les trains. Il devrait relier la France à l'Italie à grande vitesse, sur la ligne Lyon-Turin. Depuis que des opposants ont pénétré sur le site, une centaine de soldats sont déployés 24 heures sur 24. Un chantier sous haute protection et aux enjeux faramineux. En Italie, les opposants au Lyon-Turin ont déclaré la guerre au chantier. Violence, blessés, arrestations, procès. Côté français, au contraire, pendant longtemps, tout le monde était d'accord. Il n'y a plus aujourd'hui aucun frein, aucun obstacle pour aller vers la réalisation de cet ouvrage. Son coût astronomique, entre 26 et 30 milliards d'euros, commence à faire polémique. Quand on joue avec l'argent public, l'argent du contribuable, on ne peut pas se permettre de dépenser 30 milliards en faisant des à peu près. Car un tunnel, il en existe déjà un, le tunnel du Mont-Cenis. Alors pourquoi en faire un nouveau? Pour gagner 3 heures par rapport à la ligne actuelle entre Paris et Milan. Nous avons vérifié, montre en main. C'est un mensonge. Oui, c'est une présentation favorable. Erroné. Favorable. Personne ne sait aujourd'hui où trouver tous les milliards du Lyon-Turin. Les économistes savent depuis longtemps que quand on fait un choix politique, c'est en réalité une bêtise économique. Même si la ligne n'est pas encore financée, les travaux ont déjà commencé. Alors faut-il faire marche arrière? Voici le grand patron du projet côté français. Hubert Duménil est un ingénieur issu de Polytechnique et de l'École des ponts et chaussées. Il préside TELT, la société publique détenue à 50-50 par l'État français et les chemins de fer italiens. Dans la voiture, avec son directeur de la communication au volant, il révise ses fiches avant notre interview. J'essaie de me mettre quelques chiffres en tête. La durée... Minimum 5 ans. Entre 5 ans et 8 ans. Voilà. Et Suivant les découvertes qu'on va faire dans la partie difficile, hein, c'est bien ça. Et oui. Je ne suis pas sûr qu'on va rentrer dans les détails. Hein. Nous lui avons demandé de nous faire visiter son chantier au fond d'une vallée de Savoie. Nous sommes à 13 km de Saint-Jean-de-Maurienne. Ici, les travaux sont préparatoires. Ils ont commencé en 2003. D'abord, il a fallu creuser cette galerie de 2,5 km pour tester la roche et les risques. Là, on va descendre une petite centaine de mètres de profondeur par rapport au point de départ, mais nous avons 700 mètres de roche au-dessus de nous. Lorsqu'on continuera le tunnel futur, nous aurons jusqu'à 2500 mètres de montagne au-dessus de nous, et même un peu plus quand on sera sous le monde en bas. Les roches sont détruites à l'explosif. Plusieurs millions de tonnes de gravats ont déjà été évacuées. Un chantier qui pourrait entrer dans le livre des records.
qu'il fera partie des plus longs tunnels d'Europe? Oui, absolument. Ce sera parmi les plus longs. Alors, comme toujours dans ce genre de compétition, chacun dit qu'il a le plus grand. Nous disons que nous aurons le plus grand quand il sera terminé. En tout cas, il fera partie des tout premiers tunnels par leur dimension et leur importance, non seulement de l'Europe, mais du monde entier. Tous ces premiers travaux ont déjà coûté plus d'1 milliard d'euros. Le Lyon-Turin, c'est un tunnel de 57 km sous les Alpes pour les trains à grande vitesse. Il partira de Saint-Jean-de-Maurienne, en France, pour déboucher dans la vallée de Suse, en Italie. Pour rejoindre le tunnel, côté français, depuis Lyon, 140 km de nouvelles voies ferrées. Et il faudra construire encore d'autres tunnels, 8 au total, dont un ouvrage gigantesque de 24 km sous le massif de la Chartreuse. Encore 20 km à creuser sous le massif de Beldonne et aussi 15 km sous le massif de l'Épine. Le tracé accueillera des TGV de voyageurs, des trains pour transporter des marchandises et des camions. Le coût du projet oscille entre 26 et 30 milliards d'euros, une somme colossale qui va peser lourd sur les finances publiques. Pourtant, en 2013, lorsque le projet de loi Lyon-Turin est présenté à l'Assemblée nationale, les députés votent sans broncher. L'hémicycle est quasi désert. Seuls 66 députés sur les 577 que compte l'Assemblée vont prendre part au vote. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. La facture de plusieurs milliards ne fait sourciller quasiment personne. Le scrutin est clos. Pour 57, contre 9. L'article unique est adopté. Combien la France va-t-elle payer pour ce projet ? Ce que l'on sait, c'est que la France, l'Italie et l'Europe vont se partager l'addition du tunnel principal de 57 km, estimé à près de 9 milliards d'euros. 40% pour l'Europe, 35% pour l'Italie, 25% pour la France, soit plus de 2 milliards d'euros. Ce que l'on ignore, c'est le coût des nouvelles voies ferrées côté français. Ces travaux devraient dépasser les 12 milliards d'euros, principalement à la charge de la France. Pourquoi un tel investissement ? Pour quelle utilité ? Un des premiers arguments des défenseurs du projet est le gain de temps pour les voyageurs. L'objectif, c'est d'avoir un temps de parcours de Paris-Milan en 4 heures, au lieu de 7 heures actuellement. Donc vous allez économiser 3 heures de votre temps. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, passer un week-end à Milan et prendre le train à l'aller et au retour. On gagnerait 3 heures. Vraiment ? Un homme s'est penché sur cette question. Pour lui, l'argument des 3 heures gagnées ne tient pas. Daniel Ibanez est l'opposant numéro 1 au Lyon-Turin, en France. Il habite en Savoie, non loin du tracé de la future ligne TGV. C'est un expert en droit et en comptabilité. Il a décortiqué tout le dossier. Et depuis 4 ans, il multiplie les recours jusqu'au Conseil d'État pour faire stopper le projet. Nous lui proposons de faire ensemble une expérience. Rendez-vous sur le quai à Paris. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va, ça va. Nous montons à bord du TGV qui circule sur la ligne actuelle entre Paris et Milan. Le promoteur du public dit 4 heures au lieu de 7. Un gain de temps de 3 heures, c'est un progrès pour les voyageurs, non ? Mais alors, comme dans toutes les publicités et dans tous les contrats, quand il y a une astérix comme celle-ci, il faut regarder les caractères en petit qui sont à la fin du contrat, parce que sinon, on se fait souvent avoir. Donc là, l'astérix, ça concerne le futur trajet de 4 heures. 4h02 avec une petite astérix. Alors, ça veut dire quoi, l'astérix ? Alors, cette petite astérix nous amène ici dans l'encadré. On nous dit, dans ces temps de parcours, ne sont pas pris en compte les futurs arrêts intermédiaires. Eh bien, ces arrêts, nous allons les compter. Voici donc un premier arrêt à Lyon. Attention.
Chrono. Nous demandons à Daniel Ibanez de le chronométrer à la seconde près. Voilà, 5 minutes 57 d'arrêt. Il va aussi calculer combien de minutes vont nous coûter les freinages et redémarrage du TGV. La décélération, c'est environ... On va compter 1 minute et demie pour ne pas prendre trop de temps. Et pour l'accélération, on va prendre 1 minute et demie également, si vous voulez. D'accord, donc là, le total, on va arrondir là, vous voyez, on est à 9 minutes, quoi. On a déjà ici 9 minutes. L'arrêt à Lyon nous a coûté au total 9 minutes. Et ce n'est pas fini. Il y aura d'autres arrêts avant Milan. Madame, mademoiselle, monsieur, dans quelques instants, notre TGV desservira la gare de Chambéry-Chasles-les-Eaux. Prochain arrêt Chambéry-Chasles-les-Eaux. Après cet arrêt à Chambéry, encore un, à Saint-Jean-de-Maurienne. Puis à Modane. Voilà, ça y est, on vient de rentrer dans le tunnel du Mont-Cenis. À cela s'ajoutent aussi plusieurs pauses en Italie. En tout, notre train va s'arrêter dans 8 gares. En résumé, ces 8 arrêts, freinage et redémarrage compris, nous coûtent 49 minutes au total. Mais ce n'est pas tout. Un dernier détail va nous coûter 46 minutes supplémentaires entre Turin et Milan. Vous voyez ces rails plus clairs au fond ? C'est une ligne à grande vitesse, mais notre TGV ne l'emprunte pas car il n'est pas équipé de la bonne technologie. Au lieu de mettre 44 minutes comme on pourrait le faire avec la ligne à grande vitesse, pourtant nous sommes bien dans un TGV, eh bien nous allons mettre 1h30. C'est-à-dire que nous allons mettre 46 minutes de plus que ce que l'on pourrait faire aujourd'hui entre Turin et Milan. Au total, les arrêts dans les gares et la ligne TGV qui ne nous sert à rien nous auront coûté 95 minutes. Le trajet actuel pourrait donc se faire dès aujourd'hui, en 5h25, sans arrêt. Contrairement à ce qu'affirme le document du promoteur public, la nouvelle ligne ne fera pas gagner 3 heures aux voyageurs, mais seulement 1h25 minutes. Nous présentons nos calculs à Hubert Duménil, le promoteur public du projet. Et sa réaction peut surprendre. Si 7 heures, il y a des arrêts et 4 heures, il n'y a pas d'arrêt, c'est pas vraiment 3 heures de gagner finalement. Enfin, écoutez, on n'en est pas à la minute près. Vous voyez, là, comme quand vous dites que vous faites Paris-Lyon en 2 heures, c'est jamais 2 heures. Hein, ce matin, j'ai mis 2h07, il y a une autre fois, voilà. Donc on est sur des ordres de grandeur, on n'est pas dans une présentation d'un billet de train qui donne des heures précises à la minute près. Une réponse qui ne satisfait pas Daniel Ibanez. On n'est pas à la minute près, on est à 95 minutes près. Donc effectivement, il peut nous dire ça. Mais il faut bien comprendre que quand on joue avec l'argent public, l'argent du contribuable, on ne peut pas se permettre de dépenser 30 milliards en faisant des à peu près et des approximations comme il le fait. Vous, en termes de communication, quand même dans vos dépliants, vous avancez, voilà, le Paris-Milan pourra se faire en 4 heures au lieu de 7, c'est un mensonge. Oui, c'est une présentation favorable. Erronée. Favorable. Bon, vous êtes d'accord pour dire que votre communication de 4 heures au lieu de 7, elle n'est pas très honnête quand même. On simplifie un peu. Un gain de temps, certes, mais 2 fois moins important que celui annoncé. Mais pour défendre le projet, les partisans du Lyon-Turin ont un autre argument, environnemental cette fois. Chaque année, 2,5 millions de poids lourds empruntent les routes entre la France et l'Italie. Pollution, nuisances sonores, accidents. Le Lyon-Turin promet de débarrasser les routes des camions en les mettant sur des trains. Sauf que cette option existe déjà. Alain est camionneur depuis 34 ans. Le trajet France-Italie par la route, il le connaît par cœur. Mais depuis 3 ans, il effectue aussi ce voyage en train. Sa gare un peu spéciale, c'est ici, près de Chambéry. Là, c'est le terminal intermodal d'Aiton. Les Smiths, on passe sur les wagons qu'on voit là. Ils sont dessus, sont chargés, les tracteurs séparés. C'est les wagons qui chargent les remorques. Ce service, appelé ferroutage,
a été créé en 2003. Mais il tourne au ralenti. Seuls 30 000 poids lourds l'empruntent chaque année, à peine plus d'1% du trafic. Aujourd'hui, Alain transporte du maïs. Il doit le livrer dans une coopérative au sud de Turin. Pour monter sur le train, la cabine est séparée de la remorque et le tour est joué. La plupart des camions voyagent sans leur conducteur. Alain, lui, fera le voyage dans le wagon réservé aux chauffeurs. Là, on arrive dans le wagon, donc pas de chance. Aujourd'hui, je serai tout seul apparemment à voyager. Non, apparemment, il y a une personne là-bas encore. Il y a encore une personne. Donc là, c'est maintenant, voilà, c'est la partie réellement de repos. Le train d'Alain va emprunter le tunnel du Mont-Cenis qui débouche en Italie. Il a été entièrement rénové pour augmenter sa capacité. La modernisation de ce tunnel et de la ligne a coûté près d'1 milliard à la France. Alors pourquoi dépenser plusieurs milliards pour construire un tunnel ferroviaire supplémentaire entre la France et l'Italie, alors qu'il en existe déjà un ? Yves Crozet est un spécialiste de l'économie des transports. Il est régulièrement consulté par la Cour des comptes, le Sénat ou l'Assemblée nationale. Au début du projet, ce chercheur était favorable au Lyon-Turin. Alors, vous m'auriez posé la question de l'utilité il y a 20 ans. Je vous aurais dit oui, sans discuter, parce qu'il y a 20 ans, les trafics marchandises étaient en hausse et on atteignait en 1997 10 millions de tonnes de marchandises qui passaient sous le tunnel ferroviaire du Mont-Cenis. Aujourd'hui, je m'interroge et je vous répondrai plutôt non, puisque les 10 millions de tonnes de 1997 sont tombées à 3 millions de tonnes, donc 3 fois moins de trafic de marchandises dans le tunnel ferroviaire. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ne commençons pas à construire le tunnel alors même que les trafics continuent de diminuer. 3 fois moins de marchandises en presque 20 ans, le tunnel du Mont-Cenis est loin d'être saturé. Selon ce document officiel de Réseau ferré de France, il peut même accueillir jusqu'à 14,6 millions de tonnes par an, soit 5 fois plus qu'aujourd'hui. Récapitulons. Le trafic France-Italie a baissé et il existe déjà un tunnel sous-utilisé. Alors comment le promoteur public compte-t-il motiver les chauffeurs routiers à emprunter le futur tunnel ? Il faudra qu'il y ait des navettes suffisamment rapides, à une cadence élevée. Il ne faudra pas attendre 3 heures pour pouvoir embarquer. Il faudra que ce soit comme pour l'Eurotunnel. Et si ceci est fait, c'est ce que nous voulons faire, il n'y a pas le doute, à mon avis, que les transporteurs feront ça, non pas par sentiment ou par goût du train, mais tout simplement parce que ce sera leur intérêt et leur efficacité qui sera en jeu. Selon Hubert Duménil, cette ligne sera aussi plus efficace car elle va relier l'Europe entière. Son objectif est d'ouvrir un corridor en reliant l'Europe de l'Ouest, à partir du Portugal, à l'Europe de l'Est, jusqu'à Bratislava, en Slovaquie. Il prétend ainsi booster le trafic de marchandises. Un argument que réfute Yves Crozet. Il y a des corridors qui sont, on peut dire, des corridors du pauvre ou des faux corridors qu'on a tracés pour faire plaisir à un certain nombre d'élus, mais qui ne représentent que très peu de trafic. Vous avez ici la Slovaquie, qui est un tout petit pays. Vous avez Lisbonne, le Portugal, qui est un tout petit pays. Bratislava, Lisbonne. Excusez-moi, si on arrive à transporter un conteneur par jour entre Lisbonne et Bratislava, on sera content. Cette idée de corridor du pauvre n'est pas une belle expression. D'abord, que ça n'est pas vrai. Il y a une puissance économique dans ces régions qui est loin d'être négligeable. C'est un pari audacieux et courageux. Je pense que, comme dans toutes les activités ou les décisions de cette nature, il y a effectivement des risques. Un pari risqué à 26 milliards. Hubert Duménil n'est pas le seul à le prendre. En Savoie, un homme soutient le projet depuis 30 ans. On peut même dire qu'il l'a sauvé. Il s'appelle Louis Besson. Ce socialiste a été maire de Chambéry pendant 15 années. Aujourd'hui, à près de 80 ans, il n'a plus aucun mandat politique, mais il reste fier de ce qu'il a construit dans sa ville. Voilà la médiathèque. Si vous avez le temps, allez la parcourir, elle est intéressante. Je crois que c'est une réalisation que personne n'en regrette.
Au début des années 90, il a été ministre des Transports et du Logement sous Rocard, puis dans le gouvernement Jospin. En 2003, il se retrouve au cœur d'une tourmente. Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin veut faire des économies et supprimer le projet. Il missionne alors un audit. Louis Besson riposte. Dans le plus grand secret, il va court-circuiter le Premier ministre. Je vais vous faire une confidence que j'ai jamais faite à personne. Quand j'ai su que la commission d'audit éliminait le Lyon-Turin, j'ai repris les déclarations de Jacques Chirac. J'ai bâti un argumentaire à partir de ces déclarations, en disant voilà pourquoi vous aviez raison de dire telle chose, tel jour, tel autre jour. Et cette note, je suis allé la porter à l'Élysée. Cette note, la voici. Elle s'intitule « Lyon ferroviaire, un projet et des enjeux pour un président de la République ». Sur 13 pages argumentées, il demande à Jacques Chirac de trancher la question du Lyon-Turin. Jacques Chirac se laisse convaincre et envoie ses ordres à Matignon. Le cabinet du Premier ministre, quand on a abordé le Lyon-Turin, il a dit consigne de l'Élysée, le Lyon-Turin, c'est plus la question, le fait-on, ne le fait-on pas, c'est quand et comment. Mais le grand combat de cet ancien ministre, c'est aussi le tracé de la voie ferrée. Au début des années 90, il va peser de tout son poids pour qu'elle passe chez lui, à Chambéry, plutôt que chez le voisin, quitte à faire gonfler la facture. Le voisin, c'est Grenoble. Et l'adversaire de Louis Besson, Alain Carignon, le maire RPR de l'époque. Sa ville est plus grande et plus développée que Chambéry. Il verrait bien une gare TGV dans sa ville. Il y a combien d'habitants à Grenoble ? 160 000 habitants à Grenoble, c'est une ville à peu près stable en population. Par rapport à Chambéry, c'est plus grand ? C'est beaucoup plus grand, oui. C'est combien de fois plus grand à peu près ? À peu près le double. À cette époque, le tracé envisagé part de Lyon et suit une ligne directe jusqu'à l'entrée du tunnel de 57 km. Une nouvelle gare baptisée Savoie-Dauphiné est prévue pour desservir à la fois Chambéry et Grenoble. Mais tout ne s'est pas passé comme Alain Carignon l'avait prévu. En 1995, il est condamné à 3 ans de prison ferme pour corruption. Il disparaît de la scène politique locale. Certains vont en profiter pour modifier le parcours du TGV. Voici le nouveau tracé. Il n'y a plus de gare entre Grenoble et Chambéry, et on construit une bretelle pour les voyageurs qui permettent au TGV d'arriver directement dans la gare de Chambéry, le fief de Louis Besson. Qui avait du pouvoir pour faire changer le tracé ici ? J'imagine que le maire de l'époque il a eu un pouvoir, puisque... Quel maire de l'époque ? Le maire de Chambéry de l'époque a eu un pouvoir, puisque Monsieur tout de Besson. même, pour que le TGV passe par Chambéry plutôt qu'à l'extérieur, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le demande, et ensuite quelqu'un qui le décide. Pourquoi Louis Besson, à ce moment-là, a voulu cela ? Je ne sais pas. Les maires ont parfois de mauvaises idées. Ils pensent que ça va servir sa ville, alors qu'en fait, ça ne la sert pas, de mon point de vue, et ça dessert toute une région. À Chambéry, Louis Besson ne voit pas les choses sous le même angle. Grenoble sera mieux desservie, aura plus de navettes. Mieux desservie avec la gare de Chambéry plutôt qu'avec une gare nouvelle ? Absolument. C'est pas ce que disent les Grenoblois, et notamment M. Carignon. Monsieur Carignon n'est plus dans le coup. Je le lui dis courtoisement. Vous n'avez pas fait de lobbying pour que le TGV Lyon-Turin passe à Chambéry ? Je n'ai pas fait un caprice, si vous voulez que les choses soient claires. Regardons dans le détail le tracé retenu. Au lieu d'aller tout droit, la nouvelle ligne voyageurs fera un détour par Chambéry. Ensuite, le TGV va rouler comme un tortillard sur l'ancienne voie ferrée historique, avant de rejoindre la ligne à grande vitesse.
Alors combien va coûter ce détour? Nous avons posé la question à Réseau Ferré de France. Voici la réponse par mail, 1,6 milliard. Nous avons donné rendez-vous à un expert indépendant. Alain Bonafou est un chercheur du laboratoire d'économie des transports, qui dépend du CNRS et de l'Université de Lyon. Une sommité dans son domaine. Alors ce nouveau tracé, via le centre-ville de Chambéry, est-il judicieux? C'est pas judicieux parce que ça implique des travaux beaucoup plus lourds, ça implique des enfouissements de voies, des tas d'investissements, par exemple anti-bruit et autres. Et d'une manière générale, ça fait de ce dossier un dossier plus coûteux dans son ensemble. Pourquoi il a été décidé alors cette déviation, entre guillemets, par Chambéry? C'est un choix, comme on dit, un choix politique. Vous savez, les économistes savent depuis longtemps que quand on fait un choix politique, c'est en réalité une bêtise économique, très souvent. Et je crains que ce soit une bêtise économique, alors dont je reconnais qu'elle est au grand avantage de la ville de Chambéry du point de vue de ce que ça peut permettre. Sans attendre la future ligne, la gare de Chambéry est déjà en plein lifting. Une nouvelle passerelle vient d'être installée, et un grand projet d'aménagement dont voici la maquette est programmé. L'ancien maire de Chambéry n'est pas le seul à se battre pour le Lyon-Turin. Nous sommes à Milan. Les régions Rhône-Alpes et du Piémont organisent une conférence sur le Lyon-Turin. Dans l'assistance, Hubert Duménil, le président du projet. Des journalistes, Alain Bonafou, l'expert du CNRS, et des élus, le député PS Michel Destaut, ou encore le sénateur LR, Michel Bouvard. Le cocktail est offert par un généreux donateur, le Comité pour la Transalpine. Cet homme, qui trinque au Prosecco, en est le directeur général. Du Prosecco rosé. C'est vous, la Transalpine, qui régalez ce soir? Non, on ne régale pas. C'est un cocktail extrêmement modeste, comme vous le voyez, qui a coûté très peu cher et qui permet de remercier tous ceux qui ont accepté de participer à cette conférence. Pour cette journée, la Transalpine a investi 5 000 € pour payer le cocktail, mais aussi le train et l'hôtel à certains invités. Au milieu des participants, François Lépine. C'est un ancien préfet. Ici, il connaît tout le monde. Et pour cause. Il a été pendant 7 ans le patron du Lyon-Turin. Aujourd'hui, il est vice-président de ce comité de la Transalpine, un comité un peu particulier. Nous sommes un groupe de pression qui date d'un certain temps. Un lobby, quoi. Exactement, mais très honorable. Très honorable. Pression, notamment sur les élus. La Transalpine leur fournit clé en main des arguments pro-Lyon-Turin. C'est ce que son vice-président appelle « nourrir » ses interlocuteurs. Nourrir les parlementaires, de nourrir les institutions européennes, de nourrir tout ceci et d'en faire une bouillie acceptable qui, à un moment ou à un autre, devient une décision des gouvernements. Concrètement, nourrir les parlementaires français, ça consiste à aller les voir un par un et leur expliquer les enjeux. Donc vous, votre rôle, c'est d'aller leur expliquer de quoi il s'agit? Non seulement de quoi il s'agit, mais dans quel sens il faut qu'ils se mobilisent. Une agence de communication a même rédigé ce petit guide à l'attention des membres de la Transalpine afin de les aider à contourner les questions embarrassantes. Il est utile de dire en tout début d'interview, et ce quelle que soit la question, avant toute chose, laissez-moi vous expliquer ce dont il s'agit vraiment. Dans la mesure du possible, il faut garder la maîtrise de l'interview et ne pas laisser le journaliste vous entraîner là où il veut. Le livret propose aussi des réponses toutes faites aux critiques, notamment sur la question des camions et des marchandises. Pourquoi le Lyon-Turin alors que le trafic de marchandises est en baisse? Il s'agit de convaincre au maximum pour faire avancer au plus vite le projet. Alors qui est derrière ce lobby de la Transalpine? Parmi les membres, des dizaines d'entreprises, dont Bouygues Travaux Publics, BTP Savoie et aussi la FNTP.
Ce syndicat des entreprises et travaux publics regroupe les géants comme Vinci et Eiffage et plus de 1000 sociétés en Rhône-Alpes. À l'intérieur de la Transalpine, les intérêts privés côtoient les intérêts publics. En haut de la liste, le Conseil régional de Rhône-Alpes. Il subventionne la Transalpine à hauteur de 200 000 € par an. Alors pourquoi cette collectivité publique finance-t-elle ce lobby? Pour cet élu de la région que nous rencontrons à Milan, la raison, c'est l'emploi. On est là aussi pour créer de la dynamique économique, on est là pour créer de la croissance, on est là pour créer de l'activité, on est là pour que nos enfants aient du boulot demain. C'est notre responsabilité. Donc si pour ça, il faut faire des routes, si c'est pour ça, il faut mettre des trains sur des rails, si pour ça, il faut rendre des trains plus performants, il faut porter des projets européens, il faut porter des pôles de compétitivité, moi je suis d'accord. Le promoteur public du Lyon-Turin promet plus de 2000 emplois pour construire le tunnel principal de 57 km. Mais pourtant, dans la région Rhône-Alpes, le Lyon-Turin ne fait pas l'unanimité. Le jour du vote à l'Assemblée nationale, 9 députés ont voté contre le projet. Dominique Dor, député de Savoie et maire d'Aix-les-Bains, est l'un d'entre eux. À ces prix-là, Grand Tunnel et Lyon-Turin sont-ils vraiment prioritaires? Je l'ai cru pendant longtemps. Et aujourd'hui, j'en doute sérieusement. Ce député frondeur a pourtant longtemps été un partisan du projet. Il a changé d'avis il y a 3 ans, quand il a lu un rapport de la Cour des comptes. Son rapport est accablant. La Cour des comptes, ce sont des gens qui font, je crois, bien leur travail, qui tirent un constat réaliste des choses et qui voient un dérapage absolu, et qui tirent la sonnette d'alarme en disant il y a un coût qui dérape et la rentabilité, pas seulement économique, mais aussi sociale, sociétale, environnementale, elle n'est pas évidente. Dans ce rapport, la Cour des comptes pointe un dérapage inquiétant des coûts. En 2002, le projet est chiffré à 12 milliards d'euros, puis 20 milliards, puis 24 milliards, pour finalement dépasser les 26 milliards en 2012. Et la facture pourrait encore s'alourdir. Ce sera à plus de 30 à la sortie. Pourquoi ? Vous connaissez un seul grand ouvrage qui a respecté les prévisions financières établi plusieurs années auparavant, aucun. On n'a plus un sou, nulle part. Ce projet, il n'est pas du tout prouvé qu'il ait une vraie efficacité, une vraie efficience sociale, et ça fait peur à personne d'aller mettre 30 milliards dans un projet peut-être, je demande encore une fois qu'à être détrompé, inutile. 26 milliards selon la Cour des comptes, 30 milliards selon certains opposants, la note va être salée. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que 30 ans après son lancement, on ne sait toujours pas comment financer ce projet pharaonique. Pour preuve, cet épisode que nous avons filmé cet été en juillet 2015 à l'hôtel Matignon. Le Premier ministre Manuel Valls a demandé de l'aide à 2 élus, le sénateur LR de Savoie Michel Bouvard et le député PS de l'Isère Michel Destaut. 2 hommes que nous avions aperçus à Milan, à la conférence organisée par le lobby de la Transalpine. Charge à eux de trouver des idées pour financer le projet. Ce jour-là, ils viennent remettre leur rapport au Premier ministre. Tout est balisé. Je vais vous indiquer comment vous placer. Voilà, on va vous le rendre ici, en ligne en fait. Aux côtés de Manuel Valls, le secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis. Parfait. La presse s'y intéresse déjà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Le Premier ministre ne reste que le temps de la photo. Il n'assistera pas à la conférence de presse prévue dans la cour avec les 2 parlementaires. À l'extérieur, 2 intrus se sont invités parmi les journalistes. Daniel Ibanez, le chef de file des opposants au Lyon-Turin, et à ses côtés,
la députée européenne écologiste Michèle Rivasi, elle aussi opposée au projet. Bonjour. Bonjour. Ah, oui. Bah, écoutez, on vient écouter M. Destoy-Bouvard pour la présentation du financement de ce fameux Lyon-Turin. L'attente s'éternise. Période calme. Nous attendons les 2 parlementaires pour le point presse prévu dans la cour. Mais curieusement, ce sont des collaborateurs du Premier ministre qui viennent vers nous. On va remonter en haut pour Je vais demander juste au rédacteur, s'il vous plaît, de m'accompagner. pour la déclaration presse. Ouais. Juste les rédacteurs, s'il vous plaît. Et le photographe aussi, ça marche. Le caméra aussi. Ouais. Les 2 opposants sont écartés du point presse. 2 conseillers vont les prendre en charge. Dans son bureau. Oui, parce que moi je pensais qu'ils allaient venir. Faut s'expliquer, non? Bah non, ils veulent pas. Ça vous a c'est une surpris lettre. qu'on soit là, en Pas fait, du tout, hein, mais c'est c'est pas ça. prévu. Mais les députés sont les bienvenus à l'Assemblée. J'espère bien, j'espère bien. On va dans ton bureau peut-être. On peut aller dans mon bureau si vous voulez. C'est juste en face. Vous venez? Oui. J'ai l'impression qu'ils ont été un peu surpris. Vous faites la sélection entre les Pourquoi? journalistes. Parce que moi, ça m'intéresse. Une fois les indésirables évincés, les parlementaires vont pouvoir faire part de leurs idées pour financer le tunnel du Lyon-Turin. Mesdames, messieurs, Bonjour. Nous avons fait une proposition au Premier ministre, au ministre des Transports, proposition mixte, prévoyant une part sur crédit public à travers l'AFIT et puis une part de déclinaison de ce qu'on appelle l'Eurovignette, qui permet de prévoir une taxe supplémentaire sur les autoroutes, sur l'espace alpin. En clair, la France va payer pour moitié avec un prêt de l'État, donc avec l'argent des contribuables. L'autre moitié serait payée par les camionneurs. Ils s'acquitteraient d'une nouvelle taxe, l'Eurovignette, au péage des autoroutes des Alpes. Cela rappelle étrangement l'écotaxe, abandonnée l'an dernier suite aux manifestations des bonnets rouges en Bretagne. Est-ce que le gouvernement ira au bout pour l'Eurovignette alors qu'il a reculé devant l'écotaxe? Évidemment, ça nécessite un débat, mais le gouvernement va l'engager d'une manière tout à fait déterminée. Et puis, c'est pas, en l'espèce, une spécificité pour les transporteurs français, puisque d'autres pays utilisent déjà ce dispositif, qui est en réalité un dispositif juridique européen. Le financement du tunnel connaîtra-t-il le même destin que celui de l'écotaxe ? Un autre front pourrait bien mettre en danger le projet, le front judiciaire. Car le promoteur public est l'objet de critiques sur sa gestion. Les opposants au projet l'accusent notamment de conflit d'intérêts. En 2012, l'État et la Cour des comptes demandent au promoteur de faire réaliser un audit du coût du tunnel. Dans cette lettre, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault exige que cette vérification des coûts soit réalisée de façon indépendante. La Cour des comptes est quant à elle encore plus précise. Il conviendra de veiller à ce que cette indispensable certification soit réalisée par des experts n'ayant pas eu à travailler sur le dossier. Fin 2014, le promoteur choisit la société belge Tractebel, une filiale du groupe GDF Suez, pour réaliser cet audit. Mais problème, sur son site internet, Tractebel affiche avoir déjà travaillé pour le projet Lyon-Turin de 2002 à 2006 et de 2009 à 2013. Un possible conflit d'intérêts qui fait débat à Bruxelles, au Parlement européen. L'enjeu est de taille, car l'Europe doit financer la plus grande partie du tunnel. Nous retrouvons Michèle Rivasi, l'eurodéputée écologiste avec sa consoeur Karima Delli. Elles ont alerté la Commission européenne sur le choix de Tractebel. C'est une entreprise qui a déjà travaillé pour le Lyon-Turin ferroviaire. Et pourquoi c'est un problème, ça? Vous n'allez pas être objectif, parce que vous n'êtes pas... mais vous avez participé aux travaux
Et maintenant, vous-même, on vous demande de faire l'évaluation des coûts. Si vous commencez à dire ce projet n'est pas tenable d'un point de vue coût, eh bien, vous n'avez plus de travail puisque vous êtes en train de dégommer l'entreprise qui vous embauche. Vous n'allez pas casser la poule aux œufs d'or. Y a-t-il eu conflit d'intérêts? Nous avons contacté la direction générale de la société Tractebel. En fait, Tractebel a déjà travaillé sur le dossier du Lyon-Turin. Est-ce que là, il n'y a pas... Mais je crois que, ça, il faut voir avec notre client. Mais je crois que là, au niveau il n'y avait aucune incompatibilité suivant les critères qui étaient mis dans l'avis du marché. Si vous voulez plus d'informations, je crois que c'est au client. Nous, on est quand même liés à ce qu'on a fait avec le client. Le client, c'est Hubert Duménil, le patron du Lyon-Turin. La Cour des comptes dit qu'il faut choisir une entreprise qui n'a jamais travaillé pour le Lyon-Turin et vous choisissez une entreprise qui a travaillé pour le Lyon-Turin. Donc est-ce que vous vous moquez de la Cour des comptes? Non, ne nous moquons pas de la Cour des comptes. Simplement, cette notion d'indépendance mérite d'être précisée. Qu'est-ce que ça veut dire indépendant? En quoi on est indépendant ou pas indépendant? C'est-à-dire qu'en réalité, les sociétés consultées ne devaient pas avoir travaillé dans tous les sujets qui concernent le coût du projet. Mais à partir du moment où le Premier ministre dit une société indépendante, ça veut dire une société qui n'a aucun lien avec le promoteur public. Là, vous avez revisité la notion d'indépendance, mais ce n'était pas ce que demandait le Premier ministre. Ce n'est pas nous qui avons interprété cette notion d'indépendance. Donc on peut imaginer des tas d'arrière-pensées dans tout ça. Les choses sont beaucoup plus simples. En réalité, cette notion d'indépendance a été définie par les administrations. Ce n'est pas nous qui l'avons définie et nous l'avons appliquée comme les administrations l'avaient définie. Les eurodéputés prévoient de porter l'affaire devant l'OLAF, l'Office européen de lutte contre la fraude à Bruxelles. Ce dossier pourrait se retrouver devant un tribunal. Ce ne serait pas la première fois que le Lyon-Turin aurait affaire avec la justice. En 2011, un scandale a éclaboussé le projet en Italie. Sur le chantier, plusieurs appels d'offres ont été truqués. Un des mis en cause est Paolo Comastri, le directeur général du Lyon-Turin à l'époque. Il a été jugé par un tribunal correctionnel et il est condamné à 8 mois de prison. Son directeur des travaux, Walter Benedetto, écope, lui, d'1 an d'emprisonnement. Ils ont fait appel. Nous sommes à une manifestation des opposants au Lyon-Turin en Italie. Voici leur leader. Alberto Perino est un dur à cuire. Il a déjà été assigné de nombreuses fois en justice par les patrons du chantier. Entre 16 et 18 procès contre vous. Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Ah, un peu de tous. J'ai résisté, j'ai dit des choses que les personnes ne l'ont pas aimées. Du genre, il faut saboter le Lyon-Turin? Oui, non, je n'ai pas dit de saboter le Lyon-Turin, ceci, il me manque encore. Aujourd'hui, Alberto Perino a découvert des malversations dans plusieurs marchés passés sur le chantier. Nous avons eu accès à 2 contrats et nous avons trouvé tellement de choses illégales, irrégulières, non conformes, comme par exemple l'affaire des barrières. Selon cette facture, des clôtures grillagées sont commandées en 2011 à plus de 5 000 € l'unité, pour un total de près de 74 000 €. Un tarif élevé, car ces barrières sont supposées être en acier galvanisé qui ne rouille pas. Et voici ces clôtures, photographiées par les opposants autour du chantier. Sur ces contrats, il est écrit que les barrières doivent être galvanisées. Mais ce n'est pas vrai, tout le monde peut le voir. Elles sont rouillées, ce sont des barrières rouillées. L'argent versé par l'Europe sur ce chantier a-t-il été détourné? L'enquête est en cours à Bruxelles. Plus grave, les fournisseurs des barrières, les sociétés Italcoge et Martina, sont soupçonnés d'être liés à la mafia. Leur nom apparaît dans ce rapport de la police italienne de décembre 2011. La mafia
a-t-elle infiltré le chantier du Lyon-Turin? Hubert Duménil le reconnaît lui-même. Nous avons eu, depuis les nombreuses années où nous avons passé de nombreux marchés, un petit nombre de cas, très, très petit, mais nous en avons eu tout de même. C'est-à-dire d'entreprises avec lesquelles nous nous apprêtions à signer ou avec lesquelles nous avions signé et qui en réalité étaient infiltrées. C'est difficile de lutter contre l'infiltration de la mafia dans des énormes chantiers comme ça? Pour vous, c'est compliqué? Oui, c'est difficile, oui. C'est une notion qu'on ne maîtrise pas. Si vous voulez, on n'est pas habitué à traiter ce genre de questions. Donc il faut totalement s'appuyer sur des services de l'État dont c'est le rôle de détecter des indices d'infiltration. Et dans les mois et les années qui viennent, aucune consultation d'entreprise ne sera faite par la société sans avoir fait les vérifications avec les organes compétents des ministères italiens. L'inauguration du tunnel géant de 57 km est prévue en 2030. Avec 26 milliards d'euros minimum, le budget du projet Lyon-Turin, on pourrait construire 300 hôpitaux, 1200 collèges ou encore 2000 maisons de retraite. Alors, faut-il continuer à creuser ? Thank you.